Voici une propriété. Pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, on affirme que 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n est égal à n facteur de n plus 1 sur 2. On pourrait d'abord, sur quelques exemples, vérifier que cette propriété est vraie. Si on prend n égale 1, à ce moment-là, 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n, c'est 1. C'est bien égal à 1 multiplié par 2 sur 2, c'est-à-dire 2 sur 2. Si je prends n égale 2, ça me fait 1 plus 2, et c'est bien égal à 2 fois 2 plus 1 sur 2. 2 fois 3, 6, divisé par 2, 3. Enfin, c'est vérifié également pour n égale 3. On voudrait démontrer cette propriété. On voudrait montrer qu'elle est vraie, quel que soit le nombre n plus grand que 1 que l'on choisit. C'est ce qui va nous occuper. Comment démontrer la propriété en question? Regardez bien ce qui suit. J'ai placé quelques dominos sur une table. On va mieux voir en faisant une petite simulation. Regardez bien, vous voyez ici ces dominos. Évidemment, ce qui va m'intéresser, c'est de faire tomber ces dominos. Je les ai d'ailleurs pas placés n'importe comment, on en reparlera tout à l'heure. Mais pour pouvoir faire tomber ces dominos, il faut que j'amorce le processus, que j'initialise le processus. En l'occurrence, ici, je dois faire tomber le domino que vous voyez au premier plan. Si je fais tomber ce domino, eh bien, le deuxième chute, le troisième ensuite, etc. Suite à notre action, suite à l'initialisation du processus, qui a consisté à faire tomber le premier domino. Si je voulais montrer que, à ce moment-là, le troisième domino tombe. Qu'est-ce que je pourrais écrire? Je pourrais écrire le premier domino tombe, donc le deuxième également, et par suite, le troisième. Mais pour pouvoir dire que le deuxième tombe alors que le premier est tombé, il faut bien que je le justifie par une propriété. Cette propriété, ça pourrait être, si le domino précédant un domino tombe, alors celui-ci tombe également. Et si vous aviez maintenant une infinité de dominos, et que vous vouliez montrer que quel que soit le domino que vous choisissiez, si le premier est tombé, alors forcément le domino en question est tombé également. On ne peut bien sûr pas aller jusqu'au énième domino en gardant la même présentation. Mais en fait, j'ai tout dit si je garde seulement les deux premières propositions. Pourquoi? Le premier domino tombe. Comme il tombe, obligatoirement, le deuxième tombe. Pourquoi? À cause de la propriété qu'on a établie. Si le deuxième tombe, le troisième va tomber également. Et ainsi de suite. Pourquoi le énième domino va tomber? C'est parce que le domino précédent est tombé. C'est-à-dire qu'on revient toujours en arrière. Revenir en arrière, en latin, ça se dit recurrens. C'est pourquoi cette démonstration, ce type de démonstration est appelé démonstration par récurrence. On veut démontrer par récurrence que tout domino tombe au cours de l'expérience. Première partie de cette démonstration, c'est l'initialisation. C'est-à-dire, il faudra prouver que le premier domino tombe. La deuxième partie, c'est de dire, si on a le domino précédent qui tombe, le suivant également. Fort naturellement, comment on appelle cette partie de la démonstration? On l'appelle l'hérédité. On hérite tous de caractéristiques physiques.
à cause de nos antécédents, à cause de nos parents. Eh bien, c'est ça l'idée d'hérédité. Donc la deuxième partie de cette démonstration, on l'appellera hérédité. Bon, la troisième partie, c'est reprendre les éléments des deux premières parties pour conclure. Le premier domino étant tombé et la propriété le domino tombe étant héréditaire, alors la propriété est démontrée. Bon, nous allons faire cela de façon beaucoup plus rigoureuse dans les applications qui suivent. Dans la situation qui est proposée, on voulait démontrer que tout domino tombe au cours de l'expérience. Donc quand on a initialisé pour le premier domino. Si par exemple on avait voulu démontrer que tout domino à partir du quatrième tombe, on aurait initialisé à partir du quatrième. On aurait montré que le quatrième domino était tombé, on aurait démontré que la propriété était héréditaire, et puis on aurait conclu. Reprenons notre exemple de tout à l'heure. On a donc la propriété pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, 1 plus 2 plus 3 jusqu'à plus n est égal à n facteur de n plus 1 sur 2. Bon, on va démontrer par récurrence que cette propriété est vraie. Un conseil, on va tout de suite donner un nom à la propriété. On va l'appeler Pn, cette propriété. Pn, c'est la propriété telle que 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n, etc. égale n facteur de n plus 1 sur 2. Et on veut donc démontrer par récurrence que Pn est vrai pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1. Première phase, l'initialisation. Pour n égale 1, qu'est-ce qu'on a? 1 plus 2 plus n, c'est égal à 1. N facteur de n plus 1 sur 2, ça me donne 1 fois 2 sur 2, c'est-à-dire 1. Qu'est-ce qu'on a vérifié? P1 est vrai. C'est comme si le premier domino était tombé. Maintenant, l'hérédité. On va supposer que Pn est vrai pour un entier n. N étant supérieur ou égal à 1. C'est notre hypothèse de récurrence. Et on va montrer que Pn plus 1 est vrai. On part de l'hypothèse de récurrence. On sait donc que 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n égale n facteur de n plus 1 sur 2 pour un certain n. Et on va montrer que c'est vrai aussi pour le suivant. Donc qu'est-ce que je fais? J'ajoute n plus 1 aux deux membres de l'égalité. Et je m'aperçois que j'obtiens 1 plus 2 plus 3 plus n plus 1 est égal à n facteur de n plus 1 plus 2 facteur de n plus 1 sur 2, c'est-à-dire n plus 1 facteur de n plus 2 sur 2. Bon, n plus 2, c'est rien d'autre que n plus 1 plus 1. Donc, si je considère n plus 1, j'ai bien n plus 1, facteur de n plus 1 plus 1 sur 2. Qu'est-ce que je viens de vérifier? Que la propriété Pn plus 1 était vraie. On a montré l'hérédité, il ne nous reste plus qu'à conclure. Pn étant vrai au rang 1 et étant héréditaire, elle est vraie pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1. Montrer par récurrence que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 6, 2 puissance n est supérieur ou égal à 6n plus 7. Je donne un nom à la propriété, je l'appelle Pn. Je veux démontrer par récurrence que Pn est vrai pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 6. Initialisation. Si je prends n égale 6, 2 puissance 6, ça me donne 64. 6n plus 7, 43. 64 c'est plus grand que 43. Donc P6 est vrai. J'ai initialisé. La deuxième partie, l'hérédité, c'est toujours le plus délicat. On suppose que Pn est vrai pour un entier naturel n supérieur ou égal à 6. C'est mon hypothèse de récurrence. On veut montrer que Pn plus 1 est vrai. Qu'est-ce qu'on a? 2 puissance n est supérieur ou égal à 6n plus 7, mon hypothèse de récurrence. Et ce que je fais, je refabrique jusqu'à ce que j'arrive à mon Pn plus 1. Donc qu'est-ce que je fais? 2 puissance n plus 1, c'est rien d'autre que 2 puissance n fois 2. Donc j'ai multiplié par 2 les deux membres de l'inégalité. J'obtiens 2 puissance n plus 1 supérieur ou égal à 12n plus 14. Mais mon but, c'est de parvenir à montrer que 2 puissance n plus 1, c'est supérieur ou égal à 6 facteur de n plus 1 plus 7.
Donc c'est parfois là qu'il faut être un peu astucieux. 12n plus 14, je vais l'écrire en faisant apparaître mon 6 fois n plus 1. Ça me fait 6 fois n plus 1 plus 6n plus 8, puisque 8 plus 6, ça me fera bien 14. Mais là, je veux bien sûr faire apparaître le 7. Donc ce 8 ici, je l'écris 7 plus 1. Et si j'ai 2 puissance n plus 1 qui est supérieur ou égal à 6 facteur de n plus 1 plus 7 plus 6n plus 1, il est forcément supérieur ou égal à 6 facteur de n plus 1 plus 7. Pourquoi? Parce que 6n plus 7 est positif. n, c'est un entier naturel. Donc ma conclusion, c'est que Pn plus 1 est vérifié. Je conclus la démonstration. Pn étant vrai au rang 6 et étant héréditaire, elle est vraie pour tout entier naturel supérieur ou égal à 6. Évidemment qu'on aura souvent des démonstrations par récurrence à faire avec les suites justement, vous vous souvenez, définies parfois par récurrence. On a une suite un définie par u0 égale 0 et un plus 1 égale un plus 2n plus 1. Montrez que un est supérieur ou égal à n carré pour tout n appartenant à n. Bon, toujours la même technique. Je nomme Pn la propriété. Initialisation. Si vous prenez u0, c'est égal à 0. Et on a bien u0 supérieur ou égal à 0 au carré. Donc, P0 est vrai. C'est initialisé. L'hérédité à présent. On suppose que Pn est vrai pour un entier naturel n. On peut donc écrire que un est supérieur ou égal à n carré. Moi, je vous conseille, c'est sûrement la phase la plus compliquée, je vous conseille d'adopter cette présentation. Vous dites, bon, vous prenez votre hypothèse de récurrence et vous écrivez, parce que ça va vous donner peut-être des idées, vous écrivez ce à quoi vous voulez aboutir. Vous voulez aboutir à Pn plus 1. Autrement dit, vous voulez montrer que n plus 1, c'est supérieur ou égal à quoi? À n plus 1 au carré. Eh bien, souvent, il va suffire de partir du un et de vouloir arriver à un plus 1. Si vous partez de un, il faut ajouter quoi? Il faut ajouter 2n. Donc vous allez dire, j'ai un plus 2n, supérieur ou égal à quoi? À n carré plus 2n. Il faut ensuite ajouter 1. un plus 2n plus 1 est supérieur ou égal à n carré plus 2n plus 1. Qu'est-ce que vous reconnaissez? Vous reconnaissez une identité remarquable. N au carré plus 2n plus 1, c'est rien d'autre que n plus 1 au carré. Et vous avez terminé, Pn plus 1 est vrai. Alors attention, toujours pensez à ça, vous partez de votre hypothèse de récurrence et vous allez construire en quelque sorte le un plus 1. Enfin, la conclusion, Pn est vrai au rang 0 et Pn est héréditaire. Donc, Pn est vrai pour tout entier naturel n. Voici un exemple qu'on trouve souvent quand on veut montrer qu'une suite est majorée ou minorée. Soit la suite un définie sur n par u0 égale 0 et n plus 1 égale racine de un plus 5. Démontrer que un est compris entre 0 et 3 en prenant l'inégalité au sens large du côté de 0. Bon, comme toujours, on pose Pn la propriété en question, un compris entre 0 et 3. L'initialisation, si vous prenez u0 égale 0, eh bien on a bien u0 qui est compris entre 0 et 3, puisqu'on accepte la valeur 0. Donc, P de 0 est vrai. Supposons que Pn est vrai pour un entier naturel n, c'est notre hypothèse de récurrence pour aborder l'hérédité. On part de cette hypothèse, un compris entre 0 et 3, et on veut arriver à un plus 1 compris entre 0 et 3. Donc, comme on l'a fait tout à l'heure, on va fabriquer un plus 1 à partir de un. On va ajouter d'abord 5. On a un plus 5 compris entre 5 et 8. On prend la racine de tout ça, ça nous fait racine de un plus 5 compris entre racine de 5 et racine de 8. Or, racine de 5, bien sûr, c'est plus grand que 0. Et racine de 8, c'est plus petit strictement que 3. Conclusion, on a racine de un plus 5 compris entre 0 et 3.
Donc, on a démontré que Pn plus 1 était vrai, on a eu n plus 1 qui est compris entre 0 et 3. On termine comme d'habitude par la conclusion. Pn est vrai au rang 0 et Pn est héréditaire. Donc, Pn est vrai pour tout entier naturel n. Les démonstrations par récurrence, elles sont souvent utiles dans le cas de suites définies par récurrence, et en particulier dans le cas de suites géométriques. Vous vous souvenez de ce qu'est une suite géométrique? Vous vous souvenez qu'une suite, c'est une succession de nombres réels. Attention, cette succession n'a pas de fin. Sinon, ce serait une liste de nombres. Prenons par exemple cette suite. Je démarre avec un terme, 3. J'obtiens le suivant en multipliant par 2. J'obtiens le suivant en remultipliant par 2. Et ainsi de suite. Je suis en train de fabriquer une suite de la façon suivante. Je multiplie chaque terme par 2 pour obtenir le terme suivant. Eh bien, une telle suite s'appelle, vous vous en souvenez, une suite géométrique. On peut donner un nom à cette suite, on va l'appeler par exemple la suite UN. Le nombre 2 ici est la raison de la suite géométrique. On a pris l'habitude de désigner par la lettre Q la raison d'une suite géométrique. Si je décide d'appeler le premier terme de la suite U0, le second s'appellerait U1, U2, U3, etc. Bien, si on s'intéressait à U3, U3 c'est égal à U0 fois Q, c'est-à-dire fois 2, fois 2, et encore fois 2, c'est-à-dire U0 fois 2 puissance 3. Si j'avais U5, c'est U0 fois 2 à la puissance 5. Plus généralement, si je prends le nème terme, j'ai UN est égal à U0 fois 2 à la puissance n. Donc, plus généralement, si j'ai une suite géométrique de raison Q, j'ai UN égale U0 fois Q à la puissance n. Au départ, j'ai bien sûr défini ma suite par récurrence. J'aurais pu l'écrire de la façon suivante. U0 est égal à 3 et UN plus 1 égale 2UN. Mais quand il s'agit d'une suite géométrique, je peux aussi l'exprimer en fonction de n. Si vous décidez de vous intéresser à la suite à partir du rang U1, vous aurez bien sûr UN égale U1 fois Q puissance n-1. U12, par exemple, est égal à 3 fois 2 puissance 12, c'est-à-dire 12 288. Attention, U12, c'est pas le 12e terme, c'est le 13e terme. Plus généralement, si vous voulez connaître le nombre de termes entre U16 et U33, eh bien vous faites la différence des deux rangs et vous ajoutez 1. Donc ici, ça nous donnerait 33 moins 16 plus 1, soit 18 termes. Donc, précédemment, combien de termes de U0 à U12? 12 moins 0 plus 1. Bon, c'est très important ceci. On vient de rappeler comment exprimer une suite géométrique directement en fonction de n.
Ici, la suite un est donc égale à 3 fois 2 puissance n. Maintenant, je m'intéresse à la somme des 5 premiers termes. Eh bien, pour trouver la somme des 5 premiers termes, que je pourrais appeler par exemple S5, il suffit de prendre U0 multiplié par 1 moins Q puissance n sur 1 moins Q. À retenir, en sachant que n, c'est le nombre de termes. Donc ici, ça me donnerait 3, multiplié par 1 moins 2 à la puissance 5 sur 1 moins 2. Ce qui me donnera ici 93. Je veux maintenant déterminer la somme des termes de la suite de U15 à U22. Première chose, je dois savoir le nombre de termes qu'il y a entre U15 et U22. Vous vous souvenez ce qu'on a dit tout à l'heure? 22 moins 15 plus 1. C'est-à-dire ici 8 termes. Il ne me reste plus qu'à donner un nom à cette somme, appelons-la S. C'est donc le premier terme U15 fois 1 moins Q puissance 8 sur 1 moins Q. 8 étant bien sûr le nombre de termes de la somme. Alors pour connaître U15, comment je fais? J'utilise ce qu'on a vu tout à l'heure, UN égale U0 fois Q puissance n, donc U15 égale 3 fois 2 puissance 15, ce qui me donne 98 304. Donc 98 304 fois 1 moins 2 puissance 8 sur 1 moins 2, ce qui me fait 25 067 520. Donc en ce qui concerne les suites géométriques, deux choses importantes à retenir. Comment exprimer une suite géométrique directement en fonction de n, un égale u0 fois q puissance n. Deuxième chose, savoir comment calculer la somme de n premiers termes. Sn égale, si je décide d'appeler Sn la somme en question, u0, premier terme, fois 1 moins q puissance n sur 1 moins q, n étant bien sûr le nombre de termes. Comme on l'a vu tout à l'heure, si on me demande de calculer le nombre de termes entre U12 et U25 par exemple, j'appliquerai la même formule, mais ce coup-ci mon U0 sera U12. C'est comme si je démarrais ma suite à U12. Enfin, dernier point important, savoir calculer le nombre de termes qui se trouve entre deux termes de la suite. On fait la différence des rangs et on ajoute 1, comme on l'a fait il y a quelques instants. Avant de poursuivre plus loin, il faut d'abord évoquer une difficulté pour beaucoup d'élèves. Si vous regardez la définition du verbe multiplier dans le dictionnaire Larousse, par exemple, définition, multiplier, augmenter le nombre, la quantité des choses, procéder à la multiplication d'un nombre par un autre. Si vous faites 6 multiplié par 7, pas de problème, j'obtiens un nombre plus grand que 6. Je vais multiplier 6 par 7, j'obtiens 42. Oui, mais alors, attention, si je multiplie 6 par 0,7, j'obtiens quoi? 4,2. Et cela présente une grande difficulté pour les élèves. Si je multiplie le nombre par 0, quelque chose, j'ai la valeur absolue du nombre qui diminue. Pourquoi je dis valeur absolue? Parce qu'ici, on a bien 4,2 qui est plus petit que 6, mais si j'avais démarré avec moins 6, moins 6 fois 0,7, ça me faisait moins 4,2. Moins 4,2 était plus grand que moins 6. Mais la valeur absolue a diminué. Si je prends maintenant 3 à la puissance 2, je multiplie 3 par 3. Ça me fait quoi? Ça me fait 9. 3 à la puissance 3, 9 fois 3, 27. 3 à la puissance 4, 80, etc. Mon résultat ici, il est sans arrêt en train de croître.
Si j'ai maintenant 0,3 au carré, ça me donne 0,09. J'ai multiplié 0,3 par 0,3, un nombre dont la valeur absolue est plus petite que 1, ça diminue mon résultat. De la même façon, 0,3 au cube, ça me fera 0,027. Donc, qu'est-ce qu'on peut conjecturer? Dans ce cas-là, on allait vers plus l'infini. Dans ce cas-là, vers 0. Et si je pars de nombres négatifs? Alors attention, ici, moins 3 au carré, ça me fait 9. Mais moins 3 au cube, ça me fait bien sûr moins 27. La puissance, elle est impaire, l'exposant est impair. Donc à ce moment-là, j'ai plus une suite de nombres qui tendent vers plus l'infini. La suite diverge en fait. Alors qu'ici, du moment que j'ai 0, quelque chose pour la valeur absolue, j'ai toujours comme résultat des nombres qui vont se rapprocher de 0. Ma suite de nombres tend vers 0. Donc à retenir ces trois propriétés, dont deux d'entre elles font l'objet de démonstration à la fin de cette vidéo, parce que la deuxième est admise. Bon, si on a Q qui est plus grand que 1, pas de problème, la limite de Q puissance n quand n tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Le cas qui va nous intéresser le plus, c'est celui-ci qu'il faut toujours avoir à l'esprit. Si Q est compris entre moins 1 et 1, ce qui veut dire que la valeur absolue de Q, si on oublie le signe, eh bien s'écrit de façon 0, quelque chose. À ce moment-là, la limite de Q puissance n, c'est égal à 0 quand n tend vers plus l'infini. Exemple, limite de 0,3 puissance n, c'est égal à 0 quand n tend vers plus l'infini. Enfin, si Q est inférieur ou égal à moins 1, la suite Q puissance n n'a pas de limite parce qu'il y a ce problème de nombre négatif. Suivant l'exposant que vous allez avoir, s'il est pair ou impair, vous allez avoir un résultat qui est soit positif, soit négatif. Bon, évidemment que si Q est égal à 1, la limite de Q puissance n, c'est 1. Déterminons les limites des suites suivantes. Un égale 5 facteur de 4 moins 0,7 puissance n. La limite de 0,7 puissance n, d'après ce qu'on a vu, c'est égal à 0, quand n tend vers plus l'infini. Donc la limite de 4 moins 0,7 puissance n, c'est la limite de 4 moins la limite de 0,7 puissance n, c'est donc égal à 4. J'applique rien d'autre que les règles d'opération sur les limites. Donc la limite de un, on multiplie par 5, quand n tend vers plus l'infini, est égale à 5 fois 4, 20. Vn égale 1,011 puissance n moins 5. La limite de 1,011 puissance n, c'est plus l'infini, puisque 1,011 c'est plus grand que 1. J'enlève 5, ça ne change rien, j'ai limite de Vn, qui est donc bien sûr égale à plus l'infini. J'ai maintenant Wn égale 5 plus 0,2 puissance n sur 0,9 puissance n moins 3. La limite de 0,2 puissance n, c'est 0 quand n tend vers plus l'infini. La limite de 0,9 puissance n, c'est 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc, la limite de Wn, c'est 5 sur moins 3, moins 5 tiers. J'ai maintenant la suite Tn égale à 4 puissance n plus 7 sur 2 fois 3 puissance n. 4 puissance n, ça tend vers plus l'infini. Donc en haut, ça tend vers plus l'infini. 3 puissance n tend vers plus l'infini. Donc, on aboutit à une forme qui est ici indéterminée. Pour lever l'indétermination, on va mettre 4 puissance n en facteur au numérateur et 3 puissance n au dénominateur. Donc à un moment donné, on aura 4 puissance n sur 3 puissance n, ce qui nous intéressera parce que ça nous donne 4 tiers puissance n dont on connaît la limite. J'ai donc la limite de Tn qui est égale à la limite de 4 puissance n facteur de 1 plus 7 sur 4 puissance n sur 3 puissance n fois 2. Bon, 4 puissance n, il tend vers plus l'infini, quand n tend vers plus l'infini. Donc 7 sur 4 puissance n, ça tend vers 0. Donc la limite de 1 plus 7 sur 4 puissance n, c'est 1. Donc ça revient à la limite de Tn égale quoi? Limite quand n tend vers plus l'infini de 4 tiers puissance n fois 1,5.
La limite de 4 tiers puissance n, je la connais, c'est plus l'infini. Plus l'infini fois 1,5, d'après les règles d'opération sur les limites, j'obtiens plus l'infini. Donc la limite de Tn quand n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. J'ai maintenant la suite Sn égale moins 3 puissance n plus 1 sur 2 puissance n. Le numérateur tend vers moins l'infini. 3 puissance n plus 1 tend vers plus l'infini. Moins 3 puissance n plus 1 vers moins l'infini. Le dénominateur, 2 puissance n tend vers plus l'infini. La forme est indéterminée. Moins l'infini sur plus l'infini. Pour lever l'indétermination, l'idée est toujours la même. C'est d'aboutir à un quotient à la puissance n. Moins 3 puissance n plus 1, c'est moins 3 fois 3 puissance n. Bon, attention, là, il peut y avoir une difficulté. Faites attention à ce moins. Ce moins, il n'est pas affecté seulement à moins 3. Il est affecté ici à toute l'expression. Donc, j'ai bien moins 3 puissance n plus 1 qui est égal à moins 3 fois 3 puissance n. J'obtiens donc que la limite de Sn quand n tend vers plus l'infini, c'est la limite de 3,5 à la puissance n fois moins 3 quand n tend vers plus l'infini. 3,5 c'est supérieur à 1. La limite de 3,5 puissance n, c'est plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. Donc la limite de Sn, comme je multiplie ici par moins 3, et d'après les règles d'opération sur les limites, ça me donne bien limite de Sn égale moins l'infini. Attention, ici, moins 3 est négatif. Voyons le problème suivant. On a une suite UN, elle est définie par récurrence par U0 égale 6 et UN plus 1 égale 4UN-6 sur UN-1. On nous demande de déterminer U1, U2, U3. S'agit-il d'une suite arithmétique ou géométrique? Montrer que si UN plus 1 égale 2, alors UN égale 2, en déduire que pour tout n, UN est différent de 2. Pourquoi c'est si important que UN soit différent de 2? C'est parce que on définit ensuite une autre suite à partir de UN qui est Vn égale Un-3 sur Un-2. Il est évident que Un ne peut pas être égal à 2. Calculer V0, V1, V2, V3. Montrer que Vn est une suite géométrique. Exprimer Vn en fonction de n, en déduire une expression de Un en fonction de n. La suite Un a-t-elle une limite? Si oui, laquelle? Bon, ici on est dans un exemple classique qui revient assez souvent. On utilise une suite auxiliaire, ici Vn, pour étudier la première suite. C'est Vn qui va nous aider à étudier la limite de la suite Un. Dans un premier temps, je vais déterminer U1, U2, U3 et je vais m'aider de la calculatrice. D'abord, avec la Texas, je vais d'abord dans mode. Pourquoi? Parce que je vais travailler avec les suites, donc je vais quitter ici le mode fonction, je vais jusqu'à la ligne en question, suite, entrée. Ensuite, je vais définir maintenant la suite. Qu'est-ce qu'on a? Le n minimum ici, il est bien sûr égal à 0, U0. Dans le cas de Texas, UN est défini en fonction de UN-1, ce qui revient à la même chose que définir UN plus 1 en fonction de UN. Alors UN égale, je mets ici en mode quotient, ce qui me fait UN égale 4 UN-1, alors attention, seconde U, entre parenthèses, N moins 1, moins 6 sur U, alors attention, c'est aussi N-1, N-1, moins 1. UN minimum est égal à quoi? Est égal à 6. Une fois que tout ceci est fait, je vais bien sûr afficher le tableau de valeurs. Je vais d'abord définir la table. C'est toujours quelque chose qu'il est préférable de faire.
Bon, je ne vais pas démarrer ma table à 0, je vais la démarrer carrément à 1. Et je vais laisser ici un pas de 1 et afficher la table. On a alors, et on obtient U1 égale 18 centièmes, U2 égale 42 treizièmes, U3 égale 90 29e. Si vous voulez avoir une valeur approchée, à ce moment-là, il ne faut plus que vous soyez en mode auto ici, mais en mode décimal. Donc vous allez dans mode, vous allez ici au niveau de résultat et à la place d'auto, vous prenez décimal. Quand vous affichez la table, à ce moment-là, vous allez avoir les résultats sous forme de valeurs approchées. Avec la Casio, je choisis le menu récurrence et je vais directement choisir le type de suite qui m'intéresse, c'est ici F2, AN plus 1 en fonction de AN. J'ai donc ici 4 AN-6 sur AN-1. 4 AN, je vais le chercher ici, F2, moins 6 sur AN, toujours le chercher ici, moins 1. C'est entré. Je vais utiliser la touche F5 pour régler la table. Je veux démarrer de 1 et aller jusqu'à 3. Alors attention, vous voyez qu'on a ici A0, très important, il est ici égal à 6. Voilà, c'est fait. Je sors ici de ce menu et je n'ai plus qu'à afficher la table. J'ai ici U1, U2, U3. À remarquer ici que quand je vais sur 3,6 par exemple, j'ai immédiatement la valeur qui n'est pas approchée, 18 cinquièmes, 42 treizièmes, 90 29e comme tout à l'heure. On a déterminé U1, U2, U3. Pour savoir si la suite peut être arithmétique, je vais regarder si U2 moins U1 est égal à U3 moins U2. Ce n'est pas le cas du tout. Donc la suite n'est pas arithmétique, c'est pas possible. Sinon on aurait bien sûr les deux différences égales. Égales à quoi? À la raison de la suite. Voyons si ça peut être une suite géométrique. On fait U2 sur U1, U3 sur U2. On s'aperçoit qu'on n'obtient pas le même résultat, donc la suite n'est pas non plus géométrique. On n'a pas besoin d'aller plus loin. On a vu tout de suite dès le départ, en considérant ici U1, U2, U3, que la suite ne pouvait être ni arithmétique ni géométrique. Montrer que si UN plus 1 est égal à 2, alors UN égale 2. En déduire que UN ne peut pas être égal à 2. D'après ce qui précède, si un des termes de la suite est égal à 2, tous les termes de rang inférieur sont égaux à 2, y compris bien sûr le premier U0. Or, U0 n'est pas égal à 2. Donc, aucun terme de la suite ne peut être égal à 2. On a Vn égale Un-3 sur Un-2. Bon, Vn est bien défini pour tout n, puisque Un ne peut pas être égal à 2 d'après ce qu'on a montré tout à l'heure. On calcule V0, V1, V2, V3, on peut servir de la calculatrice, ça nous donne 3 quarts, 3 huitièmes, 3 16e, 3 32e. On voit tout de suite sur ces premiers termes une chose intéressante. Si on multiplie par 1,5, on trouve à partir de V0, V1. Si on remultiplie par 1,5, on trouve V2 à partir de V1. Donc il semblerait bien qu'on ait affaire à une suite géométrique qui aurait pour raison 1,5. Maintenant, on veut le montrer. Pour montrer que Vn est une suite géométrique, on va partir de Vn plus 1. Si on arrive à Vn plus 1 égale Vn fois un nombre réel, on aura à ce moment-là montré qu'il s'agit bien d'une suite géométrique. Vn plus 1, c'est rien d'autre que Un plus 1 moins 3 sur Un plus 1 moins 2. D'après ce qu'on sait, Un plus 1, c'est 4 Un moins 6 sur Un moins 1.
Je mets tout au même dénominateur en haut et en bas, c'est-à-dire sur un, que je vais pouvoir simplifier. Qu'est-ce qui me reste en haut? 4un moins 6, moins 3un, plus 3. J'ai tout mis sur un. En bas, 4un moins 6, moins 2un, plus 2. Ça me donne un moins 3 sur 2un moins 4, soit 1 demi de un moins 3 sur un moins 2. Or, un moins 3 sur un moins 2, c'est bien sûr Vn. On a donc montré que Vn plus 1 égale 1 demi de Vn. Donc, pour avoir le terme suivant, je multiplie par 1 demi. 1 demi, c'est la raison. Et on a bien Vn, une suite géométrique, qui est donc de raison 1 demi. Exprimer Vn en fonction de n. On déduire une expression de un en fonction de n. Bon, on sait que V0 est égal à 3 quarts et que Vn, c'est une suite géométrique de raison 1 demi. Donc, Vn, c'est égal à V0 fois Q à la puissance n, Q étant la raison. V0, 3 quarts, multiplié par 1 demi à la puissance n. Gvn égale un moins 3 sur un moins 2, donc un fois Vn moins 2Vn égale un moins 3. Je mets un en facteur, ça me fait un facteur de Vn moins 1 égale 2 fois Vn moins 3. J'ai fait passer tous les un du même côté. Donc un, c'est quoi? C'est 2Vn moins 3 sur Vn moins 1. J'ai plus qu'à remplacer Vn par son expression. J'obtiens 2 fois 3 quarts fois 1 demi puissance n moins 3 sur 3 quarts fois 1 demi puissance n moins 1. Ce qui me donne 3 demi fois 1 demi puissance n moins 3 sur 3 quarts fois 1 demi puissance n moins 1. J'ai exprimé un en fonction de Vn. En fait, on s'est servi de Vn, donc notre suite auxiliaire, de manière à pouvoir finalement exprimer un en fonction de n. On veut savoir si Vn a une limite. Bien, qu'est-ce qu'on peut dire? 1,5, c'est compris entre moins 1 et 1. Donc la limite de 1,5 puissance n, c'est 0. Donc 3,5 fois 1,5 puissance n tend vers 0. Donc en haut, j'ai quelque chose qui tend vers 0, moins 3, ça tend vers moins 3. En bas, de la même façon, ça tend vers moins 1. On pourrait le rédiger de la façon suivante. 1,5 compris entre moins 1 et 1. Limite de 1,5 puissance n égale 0. Par suite, la limite du numérateur est égale à moins 3. La limite du dénominateur est égale à moins 1. Donc la limite de Vn, c'est moins 3 sur moins 1 est égale à 3. Récurrence, limite d'une suite géométrique. Bon, premièrement, le raisonnement par récurrence. En quoi ce type de raisonnement est-il utile? En prenant tout de suite un exemple. On veut démontrer que la propriété 3 puissance n moins 3 est un multiple de 6 est vraie pour tout n supérieur ou égal à 1. Bon, si on prend n égale 1, pas de problème, 3 puissance 1 moins 3, cela donne 0. 0, c'est bien un multiple de 6. Si on prend n égale 2, ça nous fait 3 au carré moins 3, 9 moins 3, ça fait 6. La propriété, bien sûr, est vérifiée. On ne va pas pouvoir poursuivre sans arrêt les vérifications. Alors la question, comment vérifier que la propriété est vraie pour tout entier, naturel n plus grand ou égal à 1? Bien, ce qui va nous permettre de vérifier cette propriété, c'est le raisonnement par récurrence. Pour en comprendre le principe, intéressons-nous à un jeu tout simple, qu'on pourrait appeler la chute des dominos. On place des dominos debout sur la tranche, espacés de façon régulière. Pour faire tomber tous ces dominos d'une simple poussée, il faut d'abord exercer une poussée sur le premier domino, et il faut avoir disposé convenablement les dominos, de manière à ce que, quand un domino tombe, il entraîne l'autre, le suivant, dans sa chute. Si on voulait prouver à quelqu'un que le dernier domino, à droite de l'image, va tomber, qu'est-ce qu'il faudrait dire? Il faudrait dire une poussée
a été exercé sur le premier domino, il va tomber, et je sais qu'à chaque fois qu'un domino tombe, il entraîne dans sa chute le suivant. Donc, ce domino va tomber. C'est le principe du raisonnement par récurrence. Pour montrer qu'une propriété est vraie pour tout n supérieur ou égal à une certaine valeur, comme dans l'exemple précédent, où on voulait montrer que 3 puissance n-3 est un multiple de 6 pour tout n supérieur ou égal à 1. En pensons à ce qu'on a fait avec les dominos. On va d'abord initialiser le processus en vérifiant que la propriété est vraie pour n égale 1. L'initialisation du processus avec nos dominos, c'était pousser le premier domino. On vérifie que le premier domino tombe. Pour nos dominos, il resterait à montrer qu'à chaque fois qu'un domino tombe, le suivant tombe. De la même façon, pour tout n plus grand que 1, supérieur ou égal à 1, il va falloir montrer que si 3 puissance n-3 est un multiple de 6, alors le suivant, c'est quoi? 3 puissance n plus 1 moins 3 est aussi un multiple de 6. Récurrence vient du latin recurrere, qui veut dire revenir en arrière. Pour qu'un domino chute, il faut que le précédent, celui qui est situé à l'arrière, derrière, il faut que ce domino ait lui-même d'abord chuté. Le raisonnement par récurrence comprend donc deux phases essentielles. L'initialisation, qui va consister à enclencher le processus. Si on veut vérifier qu'une propriété est vraie pour tout n supérieur ou égal à n0, on va vérifier que la propriété est vraie pour n0. La deuxième phase est l'hérédité. Elle consiste à vérifier que si la propriété est vraie pour un entier naturel n donné, alors elle est également vraie pour l'entier n plus 1. On comprend vite pourquoi on emploie le mot hérédité. Pensez à quelqu'un qui a les cheveux blonds. On peut penser qu'il a les cheveux blonds parce que son père ou sa mère avait les cheveux blonds. Il les a par hérédité. De la même façon, ce domino va tomber parce que le domino d'avant est tombé. Quand on voudra tenir un raisonnement par récurrence, on n'hésitera pas à écrire les différentes phases. Pour démontrer par récurrence qu'une propriété Pn est vraie, pour tout entier naturel n supérieur ou égal à un entier n0 donné, on a donc initialisation, on vérifiera que Pn0 est vrai, l'hérédité, on supposera que la propriété Pn est vraie pour un entier n, bien sûr supérieur ou égal à n0, et on montre que sous cette hypothèse, qu'on appelle hypothèse de récurrence, alors la propriété Pn plus 1 est vraie, c'est-à-dire qu'elle se vérifie pour n plus 1. On aura alors prouvé que l'hypothèse de récurrence est héréditaire. Ensuite, on écrira une conclusion. La propriété Pn étant vraie au rang n0 et étant héréditaire, elle est donc vraie pour tout entier naturel n. Attention, l'initialisation, elle est indispensable. Il y a des propriétés héréditaires qui peuvent être fausses. Si vous supposez par exemple que 2 puissance n est un multiple de 3, bon, ce qui est faux évidemment. Mais si vous supposez que 2 puissance n est un multiple de 3, vous allez pouvoir montrer facilement que 2 puissance n plus 1 est aussi un multiple de 3. Ah oui, 2 puissance n plus 1, c'est 2 fois 2 puissance n. Si 2 puissance n, c'est un multiple de 3, 2 puissance n plus 1 est un multiple de 3. Or, en réalité, 2 puissance n n'est pas un multiple de 3. Donc, qu'est-ce qui manque à ce raisonnement? C'est l'initialisation. Il faut enclencher absolument le processus. Reprenons l'exemple de départ.
D'abord un conseil, quand on tient un raisonnement par récurrence, on désigne la propriété par Pn. Cela nous évitera à répéter sans arrêt l'intitulé de la propriété. Donc on va démontrer par récurrence que la propriété Pn, c'est-à-dire 3 puissance n-3 est un multiple de 6, est vraie pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1. Initialisation, pour n égale 1, on a 3 puissance n-3 égale 3 puissance 1-3 égale 0, donc la propriété P1 est vérifiée. L'hérédité, soit n, un entier naturel, n supérieur ou égal à 1, fixé. Supposons que Pn est vrai, c'est notre hypothèse de récurrence. Montrons que Pn plus 1 est vrai. D'après l'hypothèse de récurrence, 3 puissance n-3, c'est un multiple de 6. Il existe donc un entier k, tel que 3 puissance n-3, c'est égal à 6 fois k. On a alors 3 puissance n plus 1 moins 3. C'est 3 facteurs de 3 puissance n moins 1. C'est-à-dire 3 facteurs de 3 puissance n moins 3 plus 2. C'est égal à 3 facteurs de 3 puissance n moins 3 plus 6. C'est-à-dire 3 fois 6k plus 6, autrement dit 6 facteurs de 3k plus 1. Or, 3k plus 1, c'est un entier. Donc, 3 puissance n plus 1 moins 3 est bien un multiple de 6. Par suite, la propriété Pn plus 1 est vraie. Ensuite, on conclut. La propriété Pn étant vraie au rang 1 et étant héréditaire, elle est vraie pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1. Limite d'une suite géométrique. Soit UN une suite géométrique de raison Q et de premier terme U0 tel que Q soit différent de 0. On sait que tout terme de la suite de rang n s'écrit UN égale U0 fois Q puissance n. On déduira le comportement de la suite UN en étudiant celui de la suite Vn définie pour tout entier naturel n par Vn égale Q puissance n. Ensuite, on s'appuiera sur les propriétés que nous avons vues dans le chapitre limite d'une suite. En effet, si on connaît la limite d'une suite Q puissance n, on a vite fait de trouver la limite de la suite U0, c'est-à-dire un réel, multiplié par Q puissance n. Voici à présent les propriétés qui vont nous être utiles. Soit Q un nombre réel, si Q est supérieur à 1, alors limite de Q puissance n quand n tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Voyons la démonstration. Attention, elle est exigible au baccalauréat. Soit un nombre réel Q tel que Q soit strictement supérieur à 1. Soit la suite Vn, définie par Vn égale Q puissance n. Dire que Q est supérieur à 1, ça signifie qu'il existe un nombre réel A strictement supérieur à 0, tel que Q égale 1 plus A. À ce moment-là, la suite Vn s'écrit Q puissance n soit 1 plus A à la puissance n. Observons les premiers termes de la suite Vn. On a Q puissance 0, c'est 1 plus A puissance 0, c'est 1, ce qui revient à 1 plus 0A. Q puissance 1, c'est 1 plus A, 1 plus 1A. Q au carré, c'est 1 plus A au carré, c'est-à-dire 1 plus 2A plus A au carré. Q puissance 3, c'est 1 plus A au cube, c'est-à-dire 1 plus 3A au carré plus A au cube. Bon, en observant ces premiers termes, il va sembler utile de comparer les suites Q puissance n et 1 plus NA. C'est ce qu'a fait justement
au XVIIe siècle, le mathématicien suisse Bernoulli. Il a démontré que pour tout n, on avait 1 plus a puissance n qui était supérieur ou égal à 1 plus na. Il nous faut donc démontrer cette propriété, cette inégalité de Bernoulli, afin de pouvoir poursuivre notre démonstration et arriver à calculer la limite de q puissance n. On va bien sûr procéder à une démonstration par récurrence. Appelons Pn la propriété 1 plus a puissance n supérieur ou égal à 1 plus na. Initialisation. Pour n égale 0, on a 1 plus a à la puissance 0 qui est égal à 1. Or, 1, c'est 1 plus 0a. Donc, 1 est supérieur ou égal à 1 plus 0a. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? P0 est vrai. L'hérédité. Soit n un entier naturel quelconque fixé. On va supposer que Pn est vrai. Ce sera notre hypothèse de récurrence. Montrons que Pn plus 1 est vrai. Dire que Pn est vrai, ça revient à dire que 1 plus a à la puissance n est supérieur ou égal à 1 plus na. On multiplie chaque membre de l'inégalité par 1 plus a. N'oublions pas que 1 plus a est évidemment positif. On a 1 plus a facteur de 1 plus a à la puissance n, supérieur ou égal à 1 plus a facteur de 1 plus na. Ça nous donne 1 plus a à la puissance n plus 1, supérieur ou égal à 1 plus a plus na plus na carré. Ce qui revient à 1 plus a à la puissance n plus 1, supérieur ou égal à 1 plus a facteur de 1 plus n, plus na carré. Or, na carré, bien sûr, est supérieur à 0. Donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Que 1 plus a à la puissance n plus 1 est supérieur ou égal à 1 plus n plus 1 facteur de a. Par suite, Pn plus 1 est vrai. Conclusion. La propriété Pn étant vraie au rang 0 et étant héréditaire, elle est vraie pour tout entier naturel n, et on a 1 plus a à la puissance n supérieur ou égal à 1 plus na. Reprenons le fil de notre démonstration. On a q puissance n égale 1 plus a puissance n. Donc, d'après l'inégalité de Bernoulli, q puissance n, c'est supérieur ou égal à 1 plus na. Or, on a a supérieur à 0. Donc, la limite de 1 plus na quand n tend vers plus l'infini, c'est bien sûr plus l'infini. Et donc, la limite de 1 plus a puissance n quand n tend vers plus l'infini, c'est aussi plus l'infini. Pensez au théorème de comparaison que nous avons établi dans le chapitre limite d'une suite. Si on a 1 plus na qui tend vers plus l'infini, et qu'on sait que 1 plus a puissance n est supérieur ou égal à 1 plus na, alors 1 plus a puissance n tend aussi vers plus l'infini. Par suite, la limite de q puissance n quand n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Propriété suivante. Soit q un nombre réel. Si on a q strictement compris entre moins 1 et 1, alors la limite de q puissance n est égale à 0 quand n tend vers plus l'infini. Nous admettrons cette propriété qui est très importante et très souvent utilisée. Propriété que nous allons admettre et qui paraît assez évidente, si q est égal à 1, alors la limite de q puissance n est égale à 1 quand n tend vers plus l'infini. Si q est inférieur ou égal à moins 1, dernière propriété, alors la suite q puissance n n'a pas de limite. Nous admettrons cette propriété. Quelques exemples. Considérons la suite géométrique Vn définie par Vn égale moins 3 racine de 5 à la puissance n. Le premier terme de la suite, c'est V0, et c'est égal à moins 3. Cette suite a pour raison q égale racine de 5. Étant donné que q est supérieur à 1, on a donc la limite de q puissance n, quand n tend vers plus l'infini, qui est égale à plus l'infini. Or, Vn, c'est quoi? C'est moins 3 fois q à la puissance n. Donc, la limite de Vn quand n tend vers plus l'infini, c'est moins l'infini.
Considérons maintenant la suite géométrique Wn, définie par Wn égale 11 fois 1/7 à la puissance n. Elle a pour premier terme W0 égale 11, et elle a pour raison Q égale 1/7. Étant donné que Q, 1/7, est compris entre -1 et 1, strictement, on a la limite de Q puissance n qui est égale à 0. Or, Wn égale 11 fois Q puissance n, donc la limite de Vn quand n tend vers plus l'infini, c'est 0. On a enfin la suite géométrique, Un, définie par Un égale 2 fois -3 puissance n. Son premier terme U0, c'est 2, et elle a pour raison Q égale à -3. Étant donné que Q est inférieur ou égal à -1, la suite Q puissance n n'a pas de limite. Donc la suite Un n'a pas de limite.